Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre premier module Eurorack, un oscillateur à base de transistors en mode avalanche. Bonjour, je suis Stéphane, vous êtes sur Saint-FR. Mon objectif dans ces vidéos est de vous partager mon apprentissage de la construction de synthétiseurs modulaires. Si vous aimez les vidéos, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, ça aidera la chaîne à se développer. A tout de suite. Donc le module que nous allons voir aujourd'hui est celui de Casutronix, le VCO en mode avalanche. C'est un circuit assez simple que l'on peut construire sur un stripboard et qui nécessite un nombre limité de composants. Donc je vous laisserai le lien en bas dans la description de la vidéo pour trouver les différentes informations. Nous allons voir les différentes parties du circuit et surtout nous verrons à la fin comment éviter certains déboires en choisissant le transistor, car tous les transistors ne fonctionnent pas forcément très bien pour ce module. Et j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver pourquoi le module ne fonctionnait pas au début. Donc nous allons voir les différents modules de l'oscillateur. Nous retrouvons ici l'oscillateur que nous avons vu dans la dernière vidéo, qui est à base d'un transistor 2N3904, et donc qui oscille en mode avalanche inverse. Sur ce module, on trouvera aussi une entrée qui va permettre de gérer un contrôle de voltage. Nous avons un potentiomètre qui va aider à changer la fréquence de base. Donc nous allons avoir notre signal de contrôle en entrée qui va être lui combiné avec les différents paramètres de fréquence et de contrôle de l'octave. Donc l'entrée au niveau du contrôle, c'est 1 volt par octave. Et ce 1 volt par octave va ensuite être combiné avec le potentiomètre de la fréquence de base, qui va être ensuite envoyé sur un transistor pour transformer le 1 volt par octave en un signal électroacoustique qui lui n'augmente pas de façon linéaire comme le voltage, mais double à chaque octave. C'est pour cela que nous avons un convertisseur exponentiel qui va permettre de transformer ce signal linéaire en un signal logarithmique. Ensuite, ce signal va être combiné avec notre oscillation pour être envoyé au jack de sortie en passant par un buffer de sortie avec des transistors Darlington. Donc ici nous avons notre transistor Q5 qui va combiner les signaux d'entrée et les différents paramètres sur la fréquence. Ensuite nous avons la gestion de la fréquence de base sur la résistance variable 1 ici. Nous avons notre convertisseur exponentiel qui va aller ensuite se combiner avec notre oscillateur pour être envoyé au transistor en mode Darlington ici et avoir notre deux niveaux d'amplification avant d'aller au jack de sortie. Donc les deux transistors en mode Darlington permettent de découpler la charge qu'il pourrait y avoir en sortie du transistor et du signal généré, et donc éviter des variations qui pourraient intervenir sur ce signal de base. Donc le problème principal que j'ai rencontré, c'était d'avoir le bon transistor. Le premier transistor que j'avais utilisé, qui fonctionnait avec le circuit de base de la dernière vidéo, était en fait avec une amplitude trop faible pour fonctionner dans le circuit de Casutronix. Donc le circuit de Casutronix, en fait, pour combiner signal avec l'audio, part du principe qu'il y a une amplitude assez importante de l'ordre de 9 volts. Et le transistor que j'avais utilisé n'oscillait pas ou n'oscillait plus, et j'ai dû en changer. J'ai donc cherché un transistor qui oscillait. Le premier que j'ai pris avait une oscillation, une amplitude d'environ 1,5 volts, et ça, ce n'était toujours pas bon. Donc j'ai dû chercher un petit peu plus pour trouver l'oscillateur, et donc en discutant sur le forum avec Casu, on a réalisé que les transistors que j'utilisais avaient une amplitude trop faible, et que c'était le problème du circuit qui donc ne produisait pas assez de son et était les parasites du circuit prenaient le dessus sur le son. Donc pour trouver le bon transistor, j'utilisais une version encore plus simple du circuit d'oscillation utilisé dans la dernière vidéo, avec donc une capacité de 10 nanofarad, une résistance de 4,3 ohms qui correspond à la résistance trouvée dans la dernière vidéo
entre la résistance variable et la résistance fixe de 1 kΩ pour trouver le seuil d'oscillation à partir du moment où le transistor donc passait en mode avalanche. Donc ici nous avons notre transistor avec donc la partie émetteur connectée à notre 12 volts et la partie collecteur sur notre masse avec entre les deux une résistance pour limiter le voltage. Donc là sur ce transistor actuellement en place, on voit que nous avons un voltage, une amplitude d'environ 6,70 volts. Et c'est celui que j'utilise dans le circuit final. C'est une amplitude suffisante. Par contre, si je fais des essais avec d'autres transistors, on s'aperçoit qu'on n'en a pas forcément une oscillation. Là, sur le transistor que je viens de mettre en place, on voit qu'il n'y a pas du tout d'oscillation. Soit le niveau est trop haut, soit le transistor n'oscille pas. Sur la page d'origine qui explique le concept de l'avalanche et différents transistors testés, dont je mettrai le lien en bas de la vidéo dans la description, il explique que tous les transistors ne sont pas égaux. Sur tous les transistors qu'il a testés, il s'est aperçu que dans certains batchs de transistors, il pouvait avoir un ensemble de transistors qui n'oscillaient pas du tout. Ou sinon, il avait des transistors qui oscillaient, mais avec une amplitude plus basse. Il faut savoir que le 2N3904 est un composant standard, mais que le paramètre d'avalanche n'est pas un paramètre standard, c'est plutôt une propriété chimique du composant, et qu'il peut varier d'un constructeur à un autre. Donc là, j'avais la chance d'avoir différents batchs de différentes sociétés, et j'ai pu trouver un transistor qui lui oscillait à 6,70. En préparant la vidéo, j'ai aussi trouvé cet oscillateur qui, lui, avait une amplitude de 9 volts et qui sera donc idéal pour le circuit en question que j'utiliserai sûrement pour refaire un second circuit et utiliser dans le rack. Donc voilà, première étape, trouver le bon transistor. Ensuite, mettre en place le circuit n'est pas trop compliqué. La chose la plus complexe qu'il y aura à faire, c'est de bien retirer la trace du stripboard au niveau des points blancs. Je vous fournirai dans la description de la vidéo un lien vers un fichier qui sera l'image inverse de ce qui se trouve sur le PDF avec les descriptions du circuit, pour que vous puissiez assez facilement percer les différentes sections. Après, le circuit est relativement simple, vous trouverez la liste des composants sur le PDF et vous pourrez ainsi avoir un premier oscillateur pour un synthétiseur. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un oscillateur un peu plus complet, donc toujours réalisé par Casutronix, mais cette fois-ci sur la base du chip AS3340, qui est utilisé historiquement dans beaucoup de synthétiseurs et très à la mode actuellement dans les synthétiseurs boutiques proposés par Behringer ou autres. Ce module un peu plus complexe est un module très complet et qui offre un oscillateur au très bon rapport qualité-prix avec un ensemble de paramètres possibles assez intéressant pour construire un rack complet. Donc encore une fois, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime, à laisser des commentaires. Tous ces gestes m'aideront à continuer et à améliorer les vidéos. Profitez-en pour vous amuser. C'est un circuit assez simple qui peut être fait assez rapidement et qui fournit un son déjà très intéressant. Je vous mettrai aussi en lien dans la description les fichiers pour faire un panel pour installer dans l'Eurorack. On verra dans une prochaine vidéo comment construire l'Eurorack de base ou comment mettre en place un rack de base et les différents composants nécessaires pour installer ce module. Donc allez-y, profitez-en, c'est un module assez sympa à faire sur la base d'un stripboard et qui fournit en sortie un son qui est déjà très intéressant. À la prochaine fois pour une autre vidéo.